On tourne la page maintenant, c'est le cas de lire, puisqu'on a un écrivain avec nous en studio, c'est Fabrice. Fabrice qui était déjà venu il n'y a pas tellement longtemps, il y a combien de temps à peu près? Il y a un tout petit peu plus d'un an en fait. Ah, un peu plus d'un an. Oui. C'est vrai Ça que passe vite. Ça passe vite. Tu étais venu pour ton premier livre, hein, C'est ça. et donc le Marcheur de la forêt, et maintenant vient de sortir, il y a très peu de temps, un deuxième ouvrage. Oui, c'est ça, oui. Quand on gronde l'orage, c'est ça. On continue la littérature, mais on change un petit peu de registre, non? Oui, alors c'est légèrement différent parce que c'est vrai que le premier c'était un thriller où l'héroïne était menacée, je vais dire, par l'environnement, par quelque chose. Ici, c'est plus une enquête. Je dis parfois, c'est comme un roman policier, mais il n'y a pas de policier en fait, puisque c'est un journaliste qui va enquêter sur quelque chose qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944. Et en fait, lui, il commence son enquête en 1994, où il assiste à une commémoration d'une bataille entre des résistants et les Allemands. Et puis, il va se poser des questions, en fait. Il va se poser des questions... pourquoi il y a eu cette bataille? Est-ce que les résistants ont été trahis? Et s'ils ont été trahis, par qui? Et voilà, c'est le sujet de l'histoire. Ça, c'est vraiment le nœud du problème, hein, Oui, tout à fait. que tu vas développer pendant toute l'histoire, pendant tout le livre. Mais avant ça, quand même, avant de parler de cette histoire de résistants qui ont été trahis, il y a quand même aussi l'histoire du journaliste en lui-même. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est un journaliste de presse locale, je crois qu'il a 24 ans, je ne sais plus si c'est 24 ou 25, parfois je dois fouiller mes notes pour ne pas m'y perdre. Il vient de sortir des études, il a de grandes attentes par rapport au journalisme, et finalement ça correspond pas tout à fait à ses attentes. Et soyons clairs, c'est un personnage que j'ai créé il y a 30 ans, en fait. Parce qu'il y a 30 ans, j'étais moi-même dans cette situation. Donc j'étais journaliste, presse locale, je sortais des études. Et c'est vrai que ça me frustrait un petit peu le genre de reportage que je pouvais faire. C'était des noces d'or, c'était des commémorations patriotiques, etc. Là où j'attendais plus des choses, un peu plus de politique, un peu plus d'économie, etc. Et alors... pour évacuer une certaine frustration, j'ai commencé à écrire des nouvelles avec un personnage qui me ressemble vraiment très fort, Nathan Pâques, et c'est ce personnage-là que j'ai repris ici. Et quand j'ai lu le livre, évidemment, cette semaine, et ça me rappelle beaucoup de choses, parce que moi j'ai eu l'occasion aussi de travailler pendant une dizaine d'années dans un journal local, Oui. Vie Mosane pour ne pas le citer, et tout ce que tu décris, c'est vraiment la réalité de l'époque, hein. Oui. Parce que il y a plein de petits journaux locaux qui ont disparu, malheureusement, Vie Mosane a disparu, Andem-Potin a disparu, mais c'était ce genre de journal local. Il fallait quand même qu'il y ait des correspondants, des gens qui apportent du texte dans ces journaux. Tout à fait. Il fallait couvrir ce genre d'informations et c'est ça que, à un moment, Nathan Pâques râle sur le fait qu'il doit aller à des noces d'or. Et puis il va se rendre compte petit à petit que pour les gens qu'il rencontre lors des noces d'or, c'est important pour eux en fait. C'est pas anodin. Et donc finalement son regard un peu cynique par rapport à ce genre de reportage va changer au cours du roman et il va effectivement être plus acceptant de ce genre de reportage. Maintenant, il est clair que ce que j'ai décrit, c'est ce que j'ai vécu. Alors, j'ai dû me replonger un petit peu dans l'époque parce que voilà, c'était, je me dis, 1994. GSM, pas de GSM. Il n'y avait pas de GSM à l'époque, donc voilà, j'ai quand même dû un petit peu fouiller dans ma mémoire. Les photos en argentique, c'était pas du numérique avec les chambres noires, etc. On s'amusait bien. Ça prenait du temps, mais on s'amusait bien. Alors, donc, ce journaliste que tu décris, qui est un peu ce que tu as vécu, il a un concurrent, un autre journaliste qui, lui, s'attache moins vraiment à ce qui s'est passé. Lui, c'est plus superficiel, c'est une photo, une légende. Et alors, quand tu décris le personnage, je ne sais pas si tu as connu Albert Discret à Andenne. Oui, alors c'est pas à lui que j'ai pensé en écrivant, parce que je l'ai pas vraiment connu en fait. Oui, je me souviens de lui, mais je l'ai pas vraiment connu. Non, je pensais à d'autres que je croisais parfois plus sur Gève, Oé, puisque moi j'étais plus
Enfin non, c'est vrai que j'ai travaillé aussi beaucoup sur Andenne, mais je crois que quand j'ai commencé, il avait arrêté. En tout cas, je ne le voyais pas. Je pense pas l'avoir vu très très souvent, mais effectivement, je pensais à d'autres correspondants qui sont des gens qui ont un autre métier. C'était un peu ça la différence. C'était des gens qui étaient généralement enseignants, beaucoup d'enseignants, et qui faisaient ça pour avoir un complément de salaire. Là où moi, c'était mon métier et c'était mon seul salaire. Parce que c'était vraiment le stéréotype. Hein. Ouais. Albert est un gentil monsieur. Bon, il faisait des photos en noir et blanc à l'époque. Et alors, c'était uniquement la légende. Voilà, il s'est passé ceci, ça et ça, avec telle et telle personnalité, quoi. Et c'est ça. C'était vraiment ce que tu décris dans ton livre, et que ça fait titre directement. J'ai connu ce genre de personnage. La liste des personnalités politiques présentes aux manifestations plutôt que la manifestation. Oui, exactement. Donc, le journaliste n'a pas fait qu'un travail d'enquête. Il y a l'histoire d'amour quand même aussi. Oui, alors il faudrait pas croire que c'est que c'est une histoire d'amour, mais c'est vrai qu'elle se déroule en toile de fond. Elle va notamment justifier certains avancements dans l'enquête, puisqu'il va avoir des relations un peu plus personnelles avec des gens qui sont quand même ses suspects, puisqu'il va suspecter beaucoup des résistants de l'époque, et donc parmi les résistants, parmi les suspects, il y a les grands-parents d'Aurore. Donc voilà, ça va créer un petit peu des questions qui va se poser, jusqu'où aller, par exemple, jusqu'où aller s'il découvrait que un tel est le coupable de cette trahison, quoi. On va faire un jeu, évidemment, dans quelques instants, qui vous permettra de gagner ce roman. Un roman dont le dénouement m'a étonné et m'a surpris, parce que tu as bien dirigé les choses, dans le sens où tu emmenais tes lecteurs vers plusieurs possibilités, et au moment où on croyait qu'on avait résolu le problème, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. On va pas le dévoiler, sinon on s'en parle. Mais là, c'est vraiment surprenant. C'est bien imaginé, en tout cas. Alors c'est assez amusant parce que la manière dont ça se construit, je pars avec une idée, puis en avançant, je me dis non, ça ne peut pas être ça, c'est trop simple. Puis je pars sur une autre idée, mais ça veut dire qu'à chaque fois, je sème des graines pour amener finalement la culpabilité sur quelqu'un. Et voilà, je change d'avis. Ça ne change rien finalement à l'histoire parce que, comme je dis, ce sont juste des indices que je sème. Et cette idée-là, je l'ai eue assez rapidement. Je vais pas effectivement dire à quel moment, mais je l'ai eu rapidement. Je me suis dit, mais c'est ça l'histoire en fait. Et donc, il restait juste à la dévoiler. Et c'est ce que j'appelle le petit clin d'œil au final. Non, c'est bien, parce que on regarde de temps en temps des séries télévisées, et bon, il y a des rebondissements parfois surprenants, mais qui ne sont pas réalistes du tout. Mais dans le cas ici de ton livre, c'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait imaginable. Oui, tout à fait. Enfin, j'espère en tout cas, parce que. Mais oui, ça me paraissait très logique en fait. Et il y a une scène vers le milieu du roman où il se passe quelque chose et ce personnage apparaît. Enfin, il était déjà apparu auparavant. Et puis je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Voilà, c'est Raymond Souplesse qui refait surface. C'est ça. Fabrice, dans ce livre également, on parle de villages, de villes qui existent, mais aussi des villages que tu as rebaptisés. Oui, rebaptisés, j'ai envie de dire quand même inventés. Toute ressemblance est totalement fortuite. Non, elle n'est pas fortuite du tout. C'est vrai que ce qui m'ennuyait, mais depuis le début, donc déjà quand j'écrivais des nouvelles avec Nathan Pâques, c'était d'utiliser des communes existantes avec des bourgmestres finalement qui existaient aussi. Alors que j'avais pas envie de parler d'un bourgmestre en particulier que j'avais connu, c'était plutôt un mélange de différentes attitudes. Donc je me suis dit je vais créer une commune, Val-d'Ève en l'occurrence, qui a des grosses consonances avec Gève, soyons clairs. C'est vrai que ça ressemble très fort. Et donc, dans l'agglomération, l'entité de Val-d'Ève, il y a 5 villages. Il y a Val-d'Ève, il y a Aidève, il y a Malève, Beaupré, et j'ai oublié le 5e. Et une rivière qui traverse, qui s'appelle l'Ève. Alors oui, ça ressemble très fort à Gève, Oé, un petit peu d'Assès, un petit peu de Tonscenson aussi. Enfin voilà, on a un petit peu tous ces villages qui s'y retrouvent. Et donc ça m'a permis de créer vraiment une géographie propre
propre à ce village qui recouvre plusieurs communes et une vie politique qui lui est propre en fait. Alors, le lieu d'histoire le plus important, c'est quand même cette ferme. Oui, tout à fait. Et c'est une ferme que tu as totalement imaginée ou c'est une ferme que tu as connue et que tu as un petit peu arrangée C'est un mélange de différentes fermes. Bon, c'est vrai que ce qui m'a inspiré, c'est un reportage que j'avais fait en 1994, qui était la bataille des Sarres, à la ferme des Sarres. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je ne me souviens plus comment elle est, mais elle ne ressemble pas du tout à ça. C'est aussi un mélange un peu de la ferme qui se trouve sur la route qui va vers Vierde, où on voit cette grosse ferme blanche là-bas, et puis c'est d'autres images de fermes que j'ai été retrouver et que j'ai imaginé. Donc ça, c'est un mélange. C'est pas une ferme en particulier. Mais j'avais envie vraiment d'avoir cette ferme avec un portail. C'est un peu la ferme du Vaudaigle aussi à Andenne. C'est un peu tout ça. C'est vrai que quand on le lit, on retrouve, on imagine des endroits qu'on connaît. Hein. Oui, oui. La guerre, parce que c'est aussi la trame du livre, hein, c'est ce qui s'est passé, disons, en 44, avec les résistants, les Allemands qui étaient en train de partir, mais pas encore totalement. C'est un sujet qui te marque, ça, la guerre, tout ce qui s'est passé Alors, oui, disons que depuis que je suis enfant, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par des films, surtout sur la guerre, puis j'ai lu des livres. Maintenant, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai même envie de dire, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé, la manière dont les choses sont arrivées, plus que les batailles. Peut-être quand j'étais plus jeune, c'était les batailles. Maintenant, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus en arriver là. Et ça, c'est vraiment très très net dans mon évolution à moi. Donc oui, et alors il y a des connaissances un peu techniques, puisque je parle un peu des armes qu'avaient les Allemands ou les résistants. Bon, là, ce sont des recherches que j'ai effectuées pour le roman. Alors, on parle de résistance, on parle de collabos, évidemment. Alors, il y a un Flamand qui travaille dans la ferme et tu reviens à cet éternel problème, hein, toutes les questions que tout le monde se pose, comme la langue germanique était proche de la langue flamande. Parfois on fait des amalgames. Là aussi, tu dénonces un peu ces amalgames. Oui, tout à fait. C'est un souvenir que j'ai quand j'étais enfant ou quand mon père me parlait de ses souvenirs, puisque lui avait vécu la guerre, même s'il avait 5-6 ans. Il se souvenait surtout de l'après-guerre où, d'une manière générale, les Flamands étaient dénoncés comme globalement des collaborateurs. Et voilà, c'est vrai qu'une des leçons dans le roman, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et le personnage en question, Joseph, c'est vrai qu'il a mal vécu finalement la libération parce qu'il était rejeté, parce qu'il était flamand, et que oui, sa langue ressemble un petit peu à l'allemand, parce que voilà, il y a des raisons peut-être de penser qu'il pourrait avoir trahi, puisqu'il avait de bonnes raisons de trahir les siens, en tout cas. C'est ce qu'on pense. Mais c'est quand il y a un événement et qu'on cherche un coupable, tout le monde y va de son idée. C'est un peu ça part un peu dans toutes les directions et on voit que tout le monde effectivement a sa petite idée. Il y a ceux qui se disent c'est le fruit du hasard. Il y a eu des indiscrétions. Puis il y a simplement le fait que les Allemands les recherchaient, puis il y a peut-être eu des gens qui ont trahi. Enfin voilà, il y a toute une série de possibilités. Et c'est quelque chose qui va se retrouver effectivement à un moment. Nathan va faire le point sur ce qu'il sait et il va dresser une liste où il dit un tel pense que c'est ça, un tel pense que c'est ça, et puis il va se rendre compte qu'en fait il ne sait rien. Alors ce qui m'a aussi étonné à la lecture du livre, c'est que on suit le journaliste qui mène son enquête à travers différents reportages qu'il réalise, à travers différents témoignages également. Mais à un moment donné, dans le livre, quand même, il y a une petite partie où là, on part vers le fantastique. Ah oui, oui, tout à fait. J'aime bien écrire du fantastique. Il y avait déjà ça dans le premier. Il y avait un aspect un peu fantastique. Alors qu'on ne voyait pas nécessairement, parce que je trouve que le fantastique, c'est bien quand on peut l'expliquer d'une manière rationnelle. Et c'est ça que je voulais ici. C'est vrai qu'il y a cet aspect où il va avoir tout à coup
cette espèce de vision de quelque chose qui va lui apporter des éléments, mais peut-être que c'est juste un fantasme qu'il a basé sur ce qu'il a entendu, sur des informations qu'il a perçues sans s'en rendre compte, et où son imagination a finalement reconstruit une scène, et pas quelque chose qui vit. Donc je laisse la porte ouverte au fait que est-ce que c'est vraiment fantastique ou est-ce qu'on peut l'expliquer autrement ? Maintenant, c'est clair que je suggère quand même très fort que c'est fantastique. Mais ça aide à comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans la ferme. Tout à fait. C'est une manière aussi un peu de faire un flashback sur quelque chose qu'on ne saurait pas de toute façon, puisque, enfin, je ne veux pas décrire ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il va revivre certaines choses qui se sont passées dans le passé de la ferme et aider à comprendre effectivement d'où vient d'ailleurs le nom de la ferme. Chose aussi intéressante, c'est que quand tu dresses le portrait des différentes personnes qui interviennent dans le livre, bon, on voit qu'à une époque, en 1944, on vivait pas de la même manière, que les gens étaient un peu coincés. Il y avait vraiment un autre style de vie que maintenant. Oui, tout à fait. Et alors. Effectivement, il y avait des choses mais qui n'ont pas changé très rapidement, et notamment la place de la femme qui était très, très différente. Mais oui, c'était vraiment une autre époque, c'était une autre manière de voir les choses. Et là où d'ailleurs j'ai eu une autre difficulté, c'était de me replonger finalement dans les années 90, parce que dans les années 90, c'était aussi une autre époque, c'est pas la même chose. C'est pour ça que le narrateur finalement c'est Nathan Paak, mais Nathan Paak de maintenant, celui que j'appelle parfois le vieux con, mais où il va se raconter à une époque et se replonger dans cette époque. Alors ça c'est plus facile puisque je l'ai vécu, c'était plus compliqué effectivement de se replonger dans une époque des années 40, etc. Alors quand gonte l'orage, ça veut dire qu'il y a un événement imminent. C'est ça, il vaut mieux s'abriter. Oui. Pas juste à cause de l'orage, mais parce que l'orage est synonyme de quelque chose qui constitue l'identité finalement de ce lieu, le Nerchel, où effectivement l'orage n'arrive pas n'importe quand, et c'est ce que va découvrir notamment Nathan, notamment par cette petite phase fantastique où il va comprendre petit à petit le lien qui existe. Et cette ferme, donc, elle a un nom, et on va pas tout dévoiler maintenant, évidemment, mais c'est à la fin de l'histoire qu'on comprend pourquoi cette ferme porte ce nom. Oui, le Nerchel. Ouais. Alors il y a des gens qui m'ont demandé comment ça se prononce. Alors j'en sais rien parce que je l'ai totalement inventé, donc il y a des gens qui me disent Nerchai. C'est vrai que moi je pense plutôt Nerchel, mais je n'ai pas la prononciation exacte, puisque effectivement je l'ai inventé en allant chercher finalement des racines par rapport à quelque chose que Nathan va découvrir, en recherchant les racines et en assemblant pour faire finalement ce nom avec des racines qui sont de l'ancien français, voire un peu de germanique, et des racines qui sont utilisées pour les villages de la région en fait. Ce qui est amusant, c'est que apparemment tu as envie que ce livre soit lu par des Français, parce que à la fin de livre, il y a un petit glossaire belge à destination de ceux qui ne le parlent pas. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est vrai que quand on écrit, il y a une question qui se pose. Est-ce que je dis 70 ? Est-ce que je dis 70 ? A priori, on écrit pour un peu pour tout le monde. Alors je sais que c'est peut-être ambitieux de se dire ça va être lu par des Français. Ça a bien été lu par des Québécois, donc je me dis peut-être des Français aussi. Maintenant, les chiffres, ça, on peut encore s'en sortir. On les écrit en chiffres, et donc voilà, on n'a pas besoin de les écrire. Mais rapidement, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des belgicismes qui sont tout à fait normaux. On parle de bourgmestre, on parle d'échevin. Donc petit à petit, on emploie quand même un langage qui est un langage belge. Et là-dessus, je me suis dit, mais en fait, il faut que je dois arrêter d'éviter de parler belge.
Et donc, je me suis laissé aller, où parfois je découvre des belgicismes où je ne m'attendais vraiment pas à en avoir. Et là, je les ai vraiment laissés ressortir. Et je me suis dit, ok, je vais mettre un petit glossaire. Il y avait notamment avant-plan. Ça m'avait surpris. Bah oui, moi aussi. C'est un belgicisme. On ne dit pas avant-plan. On dit arrière-plan, mais on ne dit pas avant-plan. On dit premier plan en français, dans le français correct. Correct. Non, justement, c'est là où je veux en venir à la fin. C'est dire, il n'y a pas de français correct. Le français de France, c'est leur français, mais nous aussi, on a notre français, c'est notre langue. On a tout à fait le droit de la parler. On a nos propres habitudes. Et ça serait une erreur de vouloir les considérer comme des fautes. Puis il y a des termes qui sont quand même, que je veux dire, qui expliquent bien la situation et qui expliquent bien ce qu'on veut dire. Un peu de cul, par exemple, on sait ce que c'est. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi la dringuelle. La dringuelle, oui. C'est... Le brol, le cote, évidemment. Le cote, ça c'est un grand classique. Quand on parle d'étudiants, c'est très difficile pour nous de ne pas parler d'un cote. Mais effectivement, pour un Français, ça ne veut rien dire. Oui, c'est quelque chose. Je me suis beaucoup amusé à le faire en fait. Et une fois que j'ai réussi à lâcher prise sur la question du langage, à me dire non, on est en Belgique, ça se passe dans la province de Namur, donc les gens parlent comme on parle dans la province de Namur. Alors il y a aussi des mots flamands qui ressortent de temps en temps. C'est souvenir, mon père, il jurait en flamand. C'était quelque chose qu'il avait retenu de son grand-père, qui lui était flamand. Et donc, de temps en temps, il sortait Godverdom et des choses comme ça. Et pour les chiffres, c'est vrai, ce qu'on dit 60, 70. Mm-hmm. Nous, on dit 80, mais en Suisse, on dit 80 ou 80. Ou 80, en fait. Oui. Ce qui me semble plus logique, quoi. Donc, disons que la transition puisque on comptait en base 20, et donc la transition de la base 20 vers la base 10, elle est complète en Suisse. Chez nous, on a juste gardé le 80. Mais c'est vrai que, voilà, les Français, je ne vais pas me moquer des Français, mais quand même, ils sont partis du 3,20 pour dire 60, et puis 3,20-10, ils sont partis à 70, donc pourquoi pas 70 ? Enfin, c'était, voilà. Nous, on a fait une grande partie du chemin vers la transition en base 10. Mais... Ce deuxième livre, a suivi assez rapidement le premier, qu'on rappelle le nom du premier, le Marcheur de la forêt. Je suppose qu'ils sont encore tous les deux disponibles. Oui, tout à fait. Alors, ces livres, c'est toi qui les as édités. Oui. Alors, c'est un magnifique cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais parce que, quoi mettre en dessous du sapin, acheter un des deux livres, il faut les commander. Il n'y a pas de librairie où on peut les trouver. Non, pour le moment, ils sont ni l'un ni l'autre dans des librairies. Par contre, normalement, on peut les commander en librairie, parce que là, ils sont distribués par un distributeur. Maintenant, il faudra un certain temps pour qu'il arrive. Ouais. Voilà. Ce qui marche bien aussi, ce sont les sites de vente en ligne, effectivement, où ils sont disponibles. Je ne vais pas faire de publicité, mais ils sont assez connus. En tout cas, un deuxième livre qui a suivi assez rapidement le premier. Encore des projets dans les prochains mois, les prochaines années, ou bien tu fais une petite pause? Non, je suis en train d'écrire le troisième. C'est lancé. C'est une manière de passer le temps. Donc c'est vraiment quelque chose où je passe généralement 1 heure par jour quand je reviens du travail. Je m'installe devant mon ordinateur et j'écris, je relis. Enfin, je travaille de toute façon sur les romans. Et voilà, il y a une machine qui est lancée maintenant. Il a fallu un petit peu de temps pour le premier, puisque le premier, j'ai quand même mis 4 ans, à peu près. Mais je travaillais de temps en temps dessus. Et puis une fois que je m'y suis mis, ça a été beaucoup plus vite. Et celui-ci, j'ai pris 1 an à peu près. J'ai mis 1 an. Et j'espère que le suivant, ce sera... Tu sais déjà à peu près ce que tu vas traiter dans le troisième ou... Oui. Ouais. Je vais garder le secret. Il sera question d'inondation. Ah. Il sera question d'inondation. C'est assez marrant parce que je ne m'en étais pas rendu compte, mais je participe à des salons littéraires et j'ai une lectrice qui vient, qui regarde les 2 romans. Elle dit mais vous aimez bien parler des éléments naturels. Et je dis oui. Enfin, je n'y avais pas fait attention. Et puis après, je me suis dit, c'est vrai, là, il y a la forêt, il y a l'orage, et puis le prochain, ce sera des inondations. Donc, après les orages, souvent les inondations. Oui, tout à fait. C'est une suite logique.
Voilà, donc quand gronde l'orage, donc c'est le nouveau livre de Fabrice. Je sais pas ce qu'on peut encore ajouter, Fabrice, à tout ce qu'on a dit. Lisez-le. Ah oui, oui, évidemment. Non, mais je me suis beaucoup amusé à l'écrire parce que le fait est que c'est un personnage qui me ressemble, donc il a une histoire qui est un petit peu similaire à la mienne. Il y a des grosses différences, mais finalement, j'avais besoin de justifier un peu sa manière de réagir par rapport, notamment au surnaturel, où il est très cartésien, et d'expliquer pourquoi finalement il est très cartésien par rapport aux études qu'il a faites, etc. Et donc c'est vrai que je me suis fort inspiré de ma propre histoire pour dresser ce personnage. Et puis j'ai pu me libérer vraiment mon écriture parce que finalement c'était moi en fait. Et donc quand il s'exprime un peu comme moi, en tout cas comme j'étais à l'époque. Et c'était franchement très amusant de le faire. Voilà, mais tu aurais pu appeler l'héroïne Catherine au lieu de l'appeler Aurore. Oui, tout à fait. C'est une possibilité. Après, Catherine, ça aurait plutôt été une des raisons pour lesquelles j'ai étudié le journalisme. Ah d'accord. Oui. Et voilà, mais je crois que c'est vraiment intéressant à plus d'un titre. Je suppose que si vous avez bien écouté ce qu'on a raconté, il y a plusieurs sujets d'intérêt. Donc il y a un peu la fin de la guerre. On parle des problèmes de la résistance. On parle aussi des problèmes d'un jeune journaliste qui essaye de trouver son chemin. C'est ça. On parle de un peu la politique, comment est-ce qu'on l'amener au niveau local. Voilà, donc il y a plein de sujets qui se recoupent et qui forment la trame du livre. Et je vous conseille vivement de le lire. On le trouve pour ces 300 pages au prix de 19 €, c'est ça. J'ai un doute, 18 €. 18 €, voilà. Eh bien, oui. Non, c'est pas cher du tout pour un livre de 300 pages. Voilà. Christine, tu vas faire encore travailler Fabrice. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais encore le faire travailler un petit peu. Voilà, si personne n'a donné la bonne réponse, dis-moi un chiffre de 1 à 6. 4. Le 4. Eh bien, il s'agit de Pascal Montjoie. Voilà, Pascal. Donc Pascal, tu peux venir chercher ton livre ici à la radio, que ce soit aujourd'hui ou dimanche prochain. Ça, c'est pas trop encombrant, je sais, pour le garder une semaine. Et comme ça, il sera dédicacé à son nom. Ouais, tout à fait. Fabrice, un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci de m'avoir invité. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience le prochain livre, dans le cours de l'année prochaine peut-être. Alors je vais pas m'avancer, mais si ça avance à la vitesse actuelle, je dirais probablement en août. Ça devrait être vers le mois d'août, comme celui-là en fait. Et ça commence à se vendre tout doucement. Tu commences à faire. Oui. Il y a des ventes. Il y a des ventes et il y a beaucoup de retours positifs aussi de gens qui le lisent. Et alors ce sont des gens. Il y a différents types de lecteurs. Il y a ceux effectivement qui recherchent juste l'histoire, le frisson de l'histoire. Puis il y a ceux qui veulent retrouver des régions qu'ils connaissent. Parce que j'ai un collègue qui l'a acheté en me disant mais je connais bien la ferme là en question. Je connais bien ce coin-là et donc il espère retrouver. C'est clair que ce sont des lieux qui existent. Alors parfois ils sont un petit peu modifiés, changés, embellis, mais a priori je me suis quand même basé sur des lieux que je connaissais. Et alors il y a ceux effectivement qui recherchent une histoire qui est basée sur la guerre, sur la résistance. Voilà, je crois que chacun y trouve son compte, finalement, dans ce livre. En tout cas, jusqu'à présent, personne ne m'a dit le contraire, donc. C'est vrai que le premier, c'était l'Amérique quand même. On s'imaginait les paysages, mais c'était pas moins évident ici. Les gens qui habitent la région vont, comme tu viens de dire il y a quelques instants, retrouver certains lieux qui les ont marqués, certains personnages qu'ils connaissent ou qu'ils ont connus ou auxquels on peut s'apparenter. C'est ça. Il y a un côté un peu plus régional, un peu plus belge. Très clairement, oui, tout à fait. Et c'est ça que je ne pouvais que parler belge dans le roman. Un grand merci Fabrice en tout cas. Merci.